littéraire et salut à tous ceux qui sont arrivés totalement par hasard sur ce site. Ils sont également les bienvenus. J'espère qu'ils resteront longtemps avec nous. Aujourd'hui, c'est un spécial média indépendant et je reçois Monsieur Vincent Mabillot. Ce n'est pas n'importe qui, Monsieur Mabillot. Il est enseignant-chercheur en sciences de l'information et de la communication à l'ICOM, Institut de la communication à l'Université Lumière Lyon 2. Et oui, il est libriste. Ne me demandez pas ce que ça veut dire, je n'en sais rien. Et il est intéressé par tout ce qui s'enracine dans la racine liber. J'ai lu sa page d'accueil, en voici un extrait. En tant que chercheur, je m'intéresse aux questions liées à l'interactivité et aux distances proxémiques et aux pratiques collaboratives et coopératives au sein de dispositifs de médiation interactifs. Bon, là, j'avoue, j'ai un tout petit peu décroché et j'ai couru chercher mon petit Larousse illustré, histoire de comprendre ce que ça voulait dire. Donc, auditeurs, branchez votre décodeur, je vous le conseille, et prenez des notes. C'est parti pour une tribune libre accordée à notre ami Vincent. Vincent, je vous demande quand même d'essayer d'être concis et clair, hein, afin que tout le monde puisse comprendre. J'ai mon chrono ici, je vais le programmer à 4 minutes. Top chrono, c'est parti, vous avez la parole. Pour me présenter, Vincent Mabillot, je suis enseignant-chercheur en sciences de l'information et de la communication à l'Université Lyon 2. J'y suis responsable d'une licence professionnelle, la licence Colibre. Nous accompagnons des étudiants et des étudiantes qui se destinent à la conduite de projets dans le domaine de la communication. On a une singularité, nous n'utilisons que des logiciels libres. Je suis aussi chercheur au sein d'une équipe de recherche en littérature et en infocom à l'Université de Lyon, l'équipe Marge. Je voulais évoquer avec vous les écritoires numériques, c'est-à-dire des logiciels dédiés qui peuvent accompagner les auteurs dans leur pratique d'écriture. L'écritoire numérique n'est pas un simple traitement de texte. C'est un outil beaucoup plus sophistiqué et plus précis. J'utilise l'expression d'écritoire numérique pour faire appel au concept de cabinet d'écriture, une espèce de bureau de travail dans lequel on aurait aussi bien des outils pour scripter, du papier, crayon, machine à écrire, qu'une bibliothèque essentielle, un cabinet de curiosité avec ses petits objets, un amalgame pour inspirer notre créativité. L'écritoire numérique en serait une version informatique, une application qui réunirait les différentes dimensions de notre cabinet d'écriture. Elle rassemble des fonctionnalités pour stimuler la créativité, organiser la construction du texte, mais aussi simplifier son écriture, optimiser sa relecture et enfin produire des fichiers diffusables. Plusieurs logiciels ou applications, ces termes sont synonymes, on est d'accord, existent déjà. Le plus connu est probablement Scrivener. C'est un produit commercial utilisable sous Mac, sous Windows, et que vous pouvez utiliser pendant une période d'essai et qui coûtera ensuite une cinquantaine d'euros. On trouve également des applications en ligne similaires, par exemple writecontrol.fr. Plusieurs logiciels libres ont la même vocation. Je pense notamment à Bibisco, OStory, Book, KitScénariste et Manuscript. Comme ils sont libres, vous pouvez les utiliser gratuitement et les partager avec vos proches, si vous les appréciez. Vos proches, comme les logiciels. Si vous écrivez aussi du code informatique, vous pourrez participer à l'amélioration de ces logiciels. Il est aussi possible de participer à leur amélioration sans connaissance informatique particulière, notamment par exemple en contribuant à leur documentation. Mais ça, c'est une autre histoire dont on reparlera à l'occasion. Pour illustrer mon propos, je vais vous parler un peu plus précisément de l'un d'eux, Manuscript. J'ai quelques préférences pour cette application. Tout d'abord, elle fonctionne sur tous les ordinateurs, Mac, Windows et surtout Linux, ce qui m'intéresse puisque c'est mon cas. Ensuite, c'est un projet sérieux. Il est développé depuis plusieurs années par un groupe de personnes appliquées. Le leader du projet a comme pseudo théologique, c'est un pasteur protestant helvète de formation, passionné par la genèse des textes et codeur à ses heures. Manuscript propose d'organiser notre écriture en s'inspirant de la technique classique qu'on pourrait appeler du flocon de neige. C'est qu'on part d'une idée, une phrase, et telle la construction d'un bonhomme de neige, on va rajouter des couches successives qui vont progressivement permettre comme ça de construire un petit peu notre objet récit. D'une phrase, on passe à un paragraphe, puis à une page, etc. L'outil va intégrer plusieurs espaces
de construction. Par exemple, un espace dédié à la construction des personnages, un autre à celui des univers du récit avec les objets qui vont le composer. On y complète et on y construit des fiches pour imaginer la vie hors champ de nos éléments. Les raccourcis nous aident à rappeler ces fiches à tout moment. On va pouvoir les mettre à jour ou encore elles nous permettront d'accéder à différentes fonctionnalités statistiques et infographiques pour suivre l'implication de nos personnages et de nos objets au fil du récit. On va pouvoir voir s'ils viennent souvent dans le chapitre 1, chapitre 2, quand est-ce qu'on les retrouve. Une partie de l'application est dédiée à la construction de l'intrigue et propose de s'inspirer de modèles narratifs. Par exemple, celui de la journée du héros qui va reconstruire un récit épique, un récit en 3 ou 4 actes avec différentes résolutions à l'intérieur de ce récit. On va sculpter à partir de là une espèce de structure générale du texte avec ses fragments, ses paragraphes, ses chapitres et ses livres si c'est une grande œuvre. On ouvrira nos fragments dans une interface d'écriture. C'est un peu notre but, je vous rappelle, d'écrire. Et cet espace d'écriture se caractérise par ce qu'on appelle dans le jargon une interface non distractive. C'est-à-dire que la fenêtre est vidée de toutes ses enluminures, boutons d'outils, icônes, etc. Il y a juste le curseur et on va pouvoir écrire. Et on est focus là-dessus. On se contente d'écrire. Il n'y a plus rien d'autre que notre écriture sur notre écran. Notez que la créativité n'est pas enserrée dans une chaîne de production telle que je viens de la décrire. On peut à tout moment passer d'un niveau à l'autre, revenir à nos objets, repartir vers nos fragments, etc. Au final, quand le texte est prêt, on l'exportera dans un format de fichier diffusable, les formats de traitement de texte classiques, mais surtout du PDF, et aussi et surtout des formats e-book destinés à des supports de lecture textuelle tels que les liseuses, les tablettes, etc. Au-delà d'un confort d'écriture qu'on peut trouver ou pas à ce genre d'outils, il préfigure probablement des dispositifs d'écriture collaborative pour élaborer un récit à plusieurs en toute cohérence. Certains imaginent que les IA, les intelligences artificielles vont participer prochainement à l'écriture. C'est déjà le cas pour certains articles de presse. C'est potentiellement un phénomène qui affectera l'écriture dans sa production industrialisée plus que dans sa dimension expressive, celle qui nous fait du bien à celles et ceux qui écrivent. Alors dites-moi Vincent, pourquoi ce choix du libre? Est-ce que c'est une façon comme une autre de se rebeller contre tous ces géants du net qui se partagent un monopole très lucratif, je pense? Le choix du libre, c'est pas un choix forcément de rébellion. Le choix du libre, c'est parce que je suis formateur depuis maintenant près de 25 ans. Et en réalité, c'est un choix qui est dicté avant tout par des raisons de communication. Et le choix du libre, c'est la possibilité de partager des contenus, de pouvoir partager des fichiers parce qu'ils sont dans un format d'accessibilité, ils sont ce qu'on appelle interopérables, c'est-à-dire que lorsque un format n'est pas contraint justement par une logique propriétaire, on va pouvoir de cette façon-là le donner à des gens qui pourront le réutiliser avec un logiciel auquel ils ont accès. Donc ma priorité première au départ, c'était d'être capable de produire des ressources de formation que je pourrais réutiliser dans le temps et que je pourrais distribuer aux personnes sans qu'elles aient besoin d'acheter un logiciel en particulier pour pouvoir accéder à ce type de contenu. Donc fondamentalement, la démarche d'aller vers le libre a d'abord été une démarche de permettre à chacun et à chacune d'avoir les outils qui nous permettaient d'échanger et de communiquer. Et c'est pas pour rien que le libre s'est notamment beaucoup diffusé dans le monde de l'internet. Après, il se trouve que pour certains, on y voit une forme de résistance, mais je dirais que le point de départ essentiel, c'est cette volonté de communiquer et de partager sans contrainte. Alors une autre petite question au sujet du libre, est-ce que il existe des génériques, on va dire, des génériques susceptibles de remplacer toutes les applications que l'on trouve et les logiciels que l'on trouve sur le net, sur le marché, dans le commerce? Est-ce qu'il existe des alternatives? C'est bien d'utiliser le terme de générique, il y a un petit côté médical. Non, mais très sérieusement, des logiciels libres, il y en a à peu près dans tous les domaines aujourd'hui. Il y a des domaines où le logiciel libre est même très largement en pointe sur le logiciel privateur. Je vais prendre par exemple le secteur des bibliothèques, la gestion des bibliothèques aujourd'hui. Vous avez des logiciels comme Koha et des logiciels comme PMB qui sont leaders sur le marché de la gestion de bibliothèques. Vous allez avoir dans le domaine de la formation à distance, et on a bien connu ça ces dernières semaines, un truc qui s'appelle Moodle, mais il y en a d'autres qui s'appellent Shamilo, etc. Donc ce sont des logiciels libres.
Avec ces applications-là, vous avez un truc qui s'appelle Big Blue Button et qui permet d'organiser des classes en visioconférence sans filer vos données à Microsoft et autres entreprises nord-américaines, Google, etc., etc. Donc où on garde les données sur notre territoire, où les données des gamins ne sont pas dispatchées à droite et à gauche, on a ça. Trouver des alternatives aujourd'hui, il y a une solution relativement simple, hein. Vous avez deux sites qui sont bien achalandés pour vous donner des informations. Il y en a un premier qui s'appelle framalibre.org. Alors sur framalibre.org, vous allez pouvoir taper le nom du logiciel que vous connaissez et puis on va vous proposer des fiches en français de logiciels alternatifs. Vous avez un autre site qui s'appelle alternative2.net qui lui fonctionne un petit peu sur le même truc. La grosse différence entre les deux, c'est que celui-ci est anglophone, donc peut-être un petit peu plus fourni, mais moins accessible pour une partie des gens qui nous écoutent aujourd'hui. Voilà, alors j'espère que vous avez pris plein de notes, j'espère que vous avez pris votre décodeur, comme je le disais au début. Moi, ce que je vous conseille quand même, c'est d'aller sur le site de Vincent. Vous pouvez nous rappeler les coordonnées, s'il vous plaît? Mon site personnel vincent.mabio.net, vous le trouverez très probablement avec votre moteur de recherche préféré si vous tapez Mabio, M-A-B-I-2-L-O-T. Vous y trouverez un petit peu l'actualité des différentes choses que je peux animer à droite et à gauche, que ce soit à l'Université populaire de Lyon ou dans le cadre de mon équipe de recherche où j'anime un atelier d'écritoire numérique et qui vous permettra de découvrir les différents logiciels auxquels j'ai pu faire référence au cours de cet entretien. Je vous remercie en tout cas pour votre accueil et j'espère qu'on aura l'occasion de se rencontrer en présentiel lors d'un prochain Salon des Indés. Merci, au revoir. Eh bien, je vous remercie. Je vous remercie d'être resté avec nous. Je vous remercie d'avoir écouté, en tout cas tous ceux qui sont restés. Je vous donne rendez-vous le 30 mai au Salon des Indés. Vous allez sur idl-lyon.com. Vous nous retrouvez. On a plein de choses à vous raconter, plein de choses à vous dire. Et vous avez sans doute plein de questions à poser. À bientôt. Salut, on continue.